une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur EZAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à nouveau au rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZAE Télévision, baptisé Info Hebdo. Nous sommes le samedi 25 mai de l'an 2019 et ce jour, nous avons 4 sujets à l'ordre du décryptage. Nous avons le message à la nation du président Patrice Talon. Nous avons la réaction des acteurs de l'opposition à cet effet. Nous avons la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême qui fait perdre le grade de général aux inspecteurs de police Louis-Philippe Roundéon et Nazaire Ounokwe. Et si le temps nous le permet, nous essayerons de décrypter, d'analyser la composition du bureau de l'Assemblée nationale de la 8e législature et les défis qui s'imposent à cette législature. Ce débat sera avec Fernando Ressou et Virgile Arancet qui sont respectivement journalistes sportifs, analystes politiques et journalistes à Radio Soleil FM. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Virgile Arancet. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à Radio Soleil FM, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Vous êtes face à Fernando Ressou. Bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes journaliste à Radio Bénin, vous êtes également analyste politique, mais je précise que vous êtes reporter sportif. Absolument, et c'est un plaisir pour moi de vivre dans ce monde. C'est également un plaisir, un énorme plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau en face d'un jeune confrère et à vos côtés. Merci beaucoup. Merci également d'avoir accepté l'invitation malgré votre agenda très chargé. Alors, Virgile Arancet, vous êtes journaliste, professionnel des médias. Vous avez suivi, comme tout professionnel des médias, le message à la nation du président Patrice Talon. Alors, quelles sont vos appréciations d'entrée de jeu? Il faut dire que ce message était même attendu un peu plus tôt, notamment après les événements du 1er et du 2 mai. Et donc, on attendait de voir le chef de l'État, moi personnellement en tout cas, se prononcer sur ces malheureux événements-là parce que, rappelez-vous, au premier conseil des ministres qui avait suivi, il n'avait pas eu grand-chose. Je crois que c'était au second conseil des ministres qu'on a parlé de bilan, qu'on a parlé de bilan matériel, notamment aucun mot de compassion à l'endroit de ceux qui sont morts, aucun mot côté bilan humain, et à ce jour, aucun bilan humain. Donc on attendait le chef de l'État également sur ce point-là, parce que, vous voyez, quand des choses du genre se passent, c'est que vous attendez, en principe, un peu de compassion que vous ne voyez pas. Je me rappelle ce bilan qu'a annoncé, n'est-ce pas, le ministre de la Santé, un bilan, un message en tout cas envoyé à tous les confrères, disant qu'on allait parler donc de bilan. On a mis en parenthèse blessé et mort. Au finish, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il n'a plus eu un mot, n'est-ce pas, de ce bilan-là. Donc c'était attendu, et ça a été mis en relief ainsi, trop attendu, et finalement on n'a pas entendu ça non plus du chef de l'État, de son message. Donc finalement, vous n'êtes pas satisfait de ce message? Enfin, sur ce plan-là, sur ce point, je ne suis pas satisfait, je suis même choqué, je dirais. Choqué, pourquoi? Parce que j'ai entendu le chef de l'État féliciter, n'est-ce pas, les forces de l'ordre pour leur retenue. Je suis d'accord, certains ont pu se retenir, les choses auraient pu être pires, mais un peu de compassion et surtout le nombre de morts est déploré, n'est-ce pas, que ces choses-là se soient passées, que cela ne se répète plus. Ne l'ayant pas fait de cette manière, j'ai peur, comme beaucoup, que peut-être ça peut se recommencer. Alors, je vous reviens, Virgile Arancet. Fernando Ressou, vous avez suivi le message à la nation du président Patrice Talon, analyse et commentaires. Vous savez, au point où on en est, je me pose la question de savoir s'il faut continuer à épiloguer, à analyser, parce que aucun des comportements de la classe politique, à mon humble avis bien sûr, ne me paraît soutenable. La classe politique dans son ensemble? Dans son ensemble. Et nous voici au pied du mur. La situation, elle est bloquée. La situation est bloquée. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Le chef de l'État dit le processus électoral est terminé. L'opposition dit le processus électoral doit être repris. Ce n'est pas le blocage, ça? Ce n'est pas moi qui dis qu'il y a blocage, c'est les faits qui le disent. On a reporté le dialogue
reporté jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation que personne ne maîtrise. Il a dit, qui est-ce qui sait combien de morts et de blessés il y a eu depuis le 28 avril là? Qui peut le dire? Le gouvernement ne l'a pas dit et ne peut peut-être pas le dire. L'opposition ne peut pas le dire avec certitude. Il y a des gens qui ont pris des balles perdues, qui sont rentrés chez eux et qui ont peur d'aller se faire soigner parce qu'il est dit que dès que vous allez à l'hôpital, on a fini de vous donner les premiers soins, on vous embarque vers une destination entre griffes que vous n'auriez pas souhaité. De toutes les façons, pas chez vous. Dans cette situation, le pays s'installe dans ce qu'on appelle une psychose. Est-ce que le message là aujourd'hui est venu rassurer les Béninois? C'est ma façon de vous dire que personne n'a été rassuré. Puisque j'ai dit, le chef de l'État a dit le processus est terminé. L'opposition a dit que le processus doit être repris. Dos à dos. Dos à dos. Voilà, justement, je reste avec vous, Fernando Khessou. Nous avons suivi ce message du chef de l'État qui décide de tendre une main, je dirais, à toute la classe politique ensemble pour, je dirais, l'effectivité d'un dialogue, pour obtenir quand même un consensus à la finalité. Et dans la foulée, nous avons suivi également les acteurs de l'opposition qui balayent du revers de la main cette main tendue et estiment que c'est un marché de dupes. Il faut donner raison à qui dans tout ça? Cadet. Non. De vous à moi. J'étais assis exactement ici au lendemain de la rencontre que le président de la République a eue avec la classe politique au lendemain de la délibération de la Sénat. Vous vous rappelez bien? Oui. J'avais défendu le chef de l'État de bonne foi. J'ai dit, c'est ce que nous voulons de notre président, ça. Le président Talon a demandé au président Adrien Roumbédi de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, retournez voir vos pairs. Essayez de revoir les choses, corrigez-les. La situation ne nous honore pas. J'ai cru le président à 100%. Et j'étais surpris d'avoir en face de moi un interlocuteur, pour ne pas le nommer, Jo Perzo Anago, qui disait le contraire, qui dit qu'il ne croyait en rien à ce que j'ai dit. Mais comment est-ce que Jo, tu peux dire ça? Et puis, quelques semaines après, je me retrouve dans l'obligation de présenter des excuses à Jo Perzo Anago. Je reviens. Je n'ai pas fini. Ok, allez-y. Entre-temps, soit dit en passant, c'est bizarre, hein, l'émission, j'ai l'impression qu'elle est plus suivie hors du Bénin qu'au Bénin. Des amis m'ont appelé de Suisse, de la Suisse. D'autres m'ont appelé de la Belgique. Mais Fernando, j'aime tes développements, mais je ne peux pas accepter qu'à ton âge, tu sois encore aussi naïf. J'ai dit, comment est-ce que vous pouvez me dire ça? Moi, le président de la République a dit quelque chose. Je le prends au mot. Donc aujourd'hui, je me permets de douter de la sincérité des acteurs politiques, quels qu'ils soient. Je m'autorise à douter de la sincérité des acteurs politiques, quels qu'ils soient. La belle preuve, regardez ce que le président Yahi et le président Talon nous ont offert dans ce pays avant les élections de 2016. Regardez ce qu'ils nous ont offert juste après les élections du président Talon à Abidjan. Nous avons été tous surpris, nous Béninois, de constater que ces deux-là, au lieu de chercher à se parler au plan national, on les a retrouvés à l'international. Bon, j'ai dit, bon, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est les pères de la région qui les ont reçus, ils se sont dit, vous êtes des amis, vous demeurez des amis. Et ils l'ont dit. Ce n'est pas une profession de foi.
qui est battu en brèche aujourd'hui, je doute désormais. Je le dis et je le répète. Et que le Seigneur m'en excuse. Fernando Ressou ne prendra plus jamais au sérieux, au premier degré, les déclarations d'un homme politique, surtout béninois. Surtout Je béninois. n'ai pas fini. Oui, allez-y très rapidement. Mais pourquoi voulez-vous qu'on soit pressé? Parce que oui. le sujet que nous sommes en train de discuter là, c'est une importance capitale. Nous avons des enfants du CESI, nous avons des enfants du primaire, nous avons des enfants du secondaire, nous avons des étudiants, nous avons des apprentis, nous avons des jeunes qui grandissent. Et à qui on dit, la parole donnée est d'une grande importance. Mais vous voulez qu'on aille où avec ça? Que l'amitié, c'est quelque chose de noble, qu'on ne peut pas remettre en cause du revers de la main pour un oui ou pour un non. Et lorsque je vois la façon dont les combinaisons, les partenariats, les amitiés se font et se défont au sein de la classe politique dans mon pays, je dis, mais ils nous prennent pour qui, ces politiciens-là? Regardez, vous me permettez de faire par exemple une petite comparaison. Yahi Boni et Candide Azanaï, dans ce pays. On a vu le couple Soglo aller offrir son corps en barricade, en bouclier, j'allais dire, chez Candide Azanaï. Et quand on jette un coup d'œil quelques années plus tôt, avec ce qui est arrivé entre les Soglo et Azanaï, on est surpris de constater ça. La dernière fois, Candide Azanaï, Soglo et d'autres qui vont chez Boni Yahi. Le même Azanaï que Boni Yahi a demandé qu'on aille chercher et qui a failli mettre Cotonou à feu et à sang. Ça s'est passé à 50% puisque Cotonou avait été mis à feu. Pas à 100, heureusement. Aujourd'hui, on se retrouve talon d'un côté, tout cela d'un autre côté, et Cotonou a été mis à feu et à sang. Les gens m'ont dit, Fernando, toi, on est heureux de t'avoir comme ami parce que depuis plus de 50 ans qu'on te connaît, tu n'as jamais changé. Et j'ai dit, je ne changerai pas. Vous ne changerez pas. J'en aurais fini oui, avec ce sujet lorsque je vais vous faire observer ceci. Oui, allez-y. On a fait des coups d'État. Le Bénin était réputé pays des coups d'État en Afrique. Il n'y a jamais eu effusion de sang. Et on marche pour protester contre une élection et il y a eu mort d'hommes. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, personne ne sait combien d'hommes et de femmes sont décédés dans cette affaire-là. On est dans quel pays, s'il vous plaît? Vigile Avancé, vous avez suivi l'argumentaire de votre vis-à-vis de Fernando Ressou. Vous avez suivi un peu comment il a décrit, où il a peint la classe politique béninoise. Est-ce que ce ne sont pas ces problèmes que la charte des partis politiques devrait résoudre pour que cette affaire d'opportunisme politique puisse être enterrée définitivement au Bénin? Non, les acteurs politiques ne vont jamais changer, ils ont toujours été ainsi et Fernando Ressou n'a qu'à s'en prendre à lui-même que d'avoir cru, n'est-ce pas, que certains étaient de bonne foi, surtout que ceux-là en qui il croyait, de mon point de vue, avaient montré depuis longtemps les limites de leur bonne foi. Moi, j'ai la chance de les côtoyer presque au quotidien, aussi bien dans le formel, dans les émissions, que dans l'informel, on sait, et surtout dans l'informel, beaucoup de choses se dessinent. Donc on avait déjà des informations. Il y a des acteurs politiques qui ont des informations qui vous les portent, ne pouvant pas les porter eux-mêmes publiquement. C'est vrai qu'un acteur politique, il faut toujours s'en méfier. Ils sont les champions en manipulation. Mais il a beaucoup de vérité également. Et vous savez, disons, le contexte actuel est tel que
ce que vous voyez hein, dans la nouvelle assemblée dite nommée, il y a quand même des gens de bonne foi, des gens respectables que vous avez dans cette assemblée-là. Et on ne peut pas penser, ce n'est pas juste de croire que tous ceux qui sont là aujourd'hui autour de Patrice Talon ou ceux qui sont là à l'Assemblée soient de mauvais, soient tous à épouser, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a de mauvais qu'on déplore. Moi, je savais qu'il avait pour beaucoup de choses qu'on entendait, qui se faisaient, n'est-ce pas, il avait comme un plan. Et quand vous avez vu, n'est-ce pas, tout ce qui s'est joué juste là, moi, ce n'est pas juste. Et nous, journalistes, nous ne devrions pas faire dans ce jeu. Je crois que ce n'est pas une faute que, n'est-ce pas, de poser le diagnostic et de trouver que non, la faute se trouve ici, que tel parti est plus en cause et le dit. Moi, je ne vais pas les jeter tous en pâture de cette manière, je ne vais pas les renvoyer dos à dos. Il est clair que le chef de l'État avait les manettes et pouvait, n'est-ce pas, mener les choses. Et je crois qu'il a mené les choses jusqu'au bout. Quand vous dites que cette assemblée, il a sifflé donc la fin du processus et que les opposants estiment que ça ne devait pas s'arrêter là. L'élection, on a dit quand même le représentant. Je ne sais pas si, Fernando, vous avez été voté, mais une assemblée élue à 22 ou à 27%, je ne sais pas si cette assemblée représente... Hormis les urnes brûlées, hormis les centres de vote organisés. Hormis les bourrages d'urnes, parce que vous avez également suivi les recours à la Cour constitutionnelle. Je n'invente rien. Moi, j'ai lu certains recours, hormis les bourrages d'urnes. Donc, on a quand même 27%. Déjà ça, je n'ai pas compris comment l'instance ayant organisé le scrutin donne un taux de participation et que l'instance chargée de donner... On a vu qu'après, il y a eu des cantines qui n'ont pas été acheminées ça ne veut rien dire. Cadet, nous sommes suivis à l'international. Oui. Ne faisons pas du Bénin la banque déposée des bêtises. Le taux de participation, s'il vous plaît, le taux de participation, c'est le chiffre le plus facile qu'on puisse donner dans une élection. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la moyenne entre ceux qui sont réellement attendus au scrutin et ceux qui ont fait le déplacement? Pas plus. Quelle est la photographie à la fin? Au fond, ce n'est pas une moyenne, c'est un pourcentage. Oui. C'est-à-dire, il y a 1000 qui se sont inscrits. Combien se sont déplacés réellement pour aller voter? Exactement. Donc, on n'a même pas besoin de dépouiller. On n'a même pas besoin de dépouiller avant de donner ce chiffre. Au sorti des urnes, on le sait déjà. On le sait, et c'est pourquoi dans tous les pays, c'est le premier chiffre qu'on sait. Et ça ne peut pas varier. Parce que entre la Sénat et la Cour constitutionnelle, il n'y a pas eu un autre vote. Donc, d'autres personnes ne sont pas sorties en plus. Donc, le reste, c'est des bêtises que les gens répètent et que nous répétons. Attention. C'est ça? Je vous vais dire, Cadet. Ce que vous venez de dire là, c'est dangereux. Et je ne vais pas vous demander de répéter ça si les gens n'ont pas suivi, Dieu merci. Vigile Avancé, je reste avec vous. Dans la foulée, lors du message du chef de l'État, comme je l'ai posé la question tout à l'heure à Fernando Ressou, le chef de l'État a décidé de tendre la main à la classe politique entière pour quand même, pour qu'il puisse avoir des assises, pour qu'il puisse avoir un consensus, pour vous permettez de baisser la tension. Avant qu'il ne réponde. Non, oui, permettez-moi, sinon je vais oublier. À mon âge, on commence à oublier les choses. Il a dit que moi, j'ai renvoyé les deux partis dos à dos et que lui ne ferait pas ça. Il n'a pas compris ce que Fernando a dit. L'un dit, le processus est terminé. L'autre dit, le processus doit être repris. Et j'ai dit, ils se sont retrouvés dos à dos. Donc, on est dans une situation de blocage. Voilà. Point barre. Voilà. Alors, Vigile Avancé, le chef de l'État décide de tendre la main à la classe politique. Fernando trouve que ça pourrait être un marché de dupes. À votre avis, ça pourrait être quoi? Pour moi, c'est un marché de dupes. Vous savez, il faut connaître la psychologie des acteurs. Pourquoi vous affirmez que ça doit être un marché de dupes? C'est ce que je m'avais dit. Il faut connaître la psychologie des acteurs en présence. Le chef de l'État, vous avez beau l'aimer, vous avez beau ne pas l'aimer, c'est un bon joueur. Un bon joueur. Un bon politicien, c'est ça? Oui. Et le chef de l'État, je l'avais déjà prédit, utiliserait, n'est-ce pas, un pareil dialogue, n'est-ce pas, pour se donner du temps, pour finir calmement son mandat. Il a déjà donné l'illustration à travers, n'est-ce pas, les syndicalistes, le front syndical, où au premier abord, souvenez-vous, il a parlé, n'est-ce pas, il les a appelés, ils ont signé un pacte de dialogue et tout le reste, et ça n'a pas été respecté. C'est bien après ce pacte-là qu'on leur a arraché le droit de grève, qu'on
a désorganisé, disons, le monde syndical à travers les multiples lois à l'Assemblée nationale. Et puis quand, disons, il a fini de les édenter, il les a rappelés en décembre dernier pour dire, bon, maintenant, on va faire la paix. Pour leur donner de la viande à manger. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais... Vous avez dit, il les a édentés. Édentés, exactement, d'accord. Après avoir édenté quelqu'un, si tu lui donnes un bon rôti... Exactement. Et il leur arrache tout. Et comme les Ivoiriens disaient, bon, il ne faut pas fâcher, nous s'amuser. Maintenant, attendez, je n'ai pas fini. Oui, oui. Et puis, décembre, j'ai dit, on en était là quand le 1er mai, rappelez-vous, parce qu'il a eu des tueries, c'est pourquoi on a vite oublié ça. Mais les syndicalistes ont été gazés également, quelques heures avant qu'on aille, n'est-ce pas, au domicile de Boni Yayi. Est-ce qu'ils ont reçu d'autorisation pour la manifestation? Mais écoutez. Parce que vous avez... Vigile avancé. C'est vrai que c'est lui qui a la parole. Hein. Vigile avancé. Un 1er mai dans le monde entier. C'est comme ça. Un 1er mai dans le monde entier. C'est que, avant même que le 1er mai n'arrive, les autorités donnent aux syndicats l'autorisation de manifester. C'est classique. Le climat délétère. Je dis, c'est 1er mai. Hein. Oui. C'est 1er mai, on a dit. Hein. Oui. Point final. Point final. Alors, Vigile avancé, vous avez suivi également au lendemain et au surlendemain de ce message à la nation du président Patrice Talon, la réaction des acteurs de l'opposition. On a vu déjà dans la même soirée, 30 minutes après ce message, on a déjà vu de longs posts des acteurs de l'opposition qui quand même faisaient un véritable réquisitoire à l'encontre du chef de l'État. Est-ce que l'heure actuelle est à ces jeux de passe d'armes? Est-ce qu'il ne faut pas passer, je dirais, à autre chose et peut-être se préparer de manière active pour les, comme là, le 2000, qui sont dans 10 mois environ? Non, il est clair que passer à autre chose, c'est ce qui aurait été souhaitable. Mais parler tout de suite... Parce que tout le temps, on voit le tort de Patrice Talon, que c'est lui qui ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité qui incombe aux acteurs de l'opposition? Bien sûr, dans ce genre de situation, la responsabilité est toujours partagée. La responsabilité est toujours partagée. Vous savez, il s'agit ici de quoi? Patrice Talon a mis en œuvre ces réformes comme il l'entendait. Je ne vais plus revenir sur toutes ces réformes-là. Je me rappelle simplement, comme je l'ai dit tantôt, le droit de grève, il a arraché le péage, il a augmenté donc les frais de péage, il a fait ceci, il a cassé les bonnes dames. Les Béninois, c'était une opération de libération des espaces publics. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, Cadet. Très bons démocrates, ils ont attendu et ils savent que c'est dans les urnes qu'on apprécie en bien ou en mal un chef de l'État qui opère. Mais les élections venues, le chef de l'État refuse même la compétition. Pourquoi vous affirmez qu'il refuse la compétition? Mais parce que, non, vous avez raison. Je trouve trop affirmatif. Oui, vous avez raison de le dire ainsi. Parce que, comme Fernando Ressoul l'a souligné tout à l'heure, il a tendu la main, il a ouvert le débat, il a ouvert puisque vous ne laissez pas aller jusqu'au bout. Je vais venir à ton secours. Non, moi je ne me permets même pas du tout. Puisqu'il ne veut pas te permettre d'aller jusqu'au bout. Je le permets. Et il me dit ce que je n'ai pas dit. Vigile, allez-y. Ok, Vigile. Non, puisque vous parlez, vous croyez. C'est des éléments d'analyse. Je ne crois pas. Non, laissez-nous accoucher. Mais quand vous parlez d'un dialogue appelé de cette manière, un seul élément. L'un des principaux leaders de l'opposition aujourd'hui, Boni Yayi, est assigné à résidence. Mais quel dialogue vous appelez dans ces conditions-là? Partout, ça se fait, vous montrez votre bonne foi. Non, vous avez suivi le ministre de la Justice à cet effet. Je n'ai pas envie de dire que vous me faites pitié. Non, mais suivez les choses. Oui, le ministre est sorti. Mais le ministre est sorti après quand? Et le ministre est sorti après que Marcel de Souza a été, n'est-ce pas, au domicile de Boni Yayi et qu'on ne l'autorise pas à le voir, à voir donc son beau-frère et sa soeur. Mais Nissi Fondé Soglo y était il y a 2 jours. Attendez, s'il vous plaît. Et donc, il est allé dire ça sur RFI. Et le ministre garde des Sceaux s'est senti le devoir, n'est-ce pas, d'aller défendre le régime, nier catégoriquement la chose. Ça n'a pas suffi. C'est le directeur de la communication de la présidence, en la personne de Wilfried Léangbedi, qui a nié également les mêmes faits. Alors, les partisans, n'est-ce pas, de Boni Yayi, les partisans de FCB ont dit, nous allons alors, puisque vous dites que ça ne s'est pas passé, venez nous voir, 10 heures, on ira voir Boni Yayi. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, du coup, ils ont barricadé les voies. Ils ont encore une fois affirmé
devant le monde entier, puisque eux, ils avaient appelé la presse internationale et nationale à ce rendez-vous-là. Ça ne s'est pas passé. Donc, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas... Moi, je n'ai pas cette conviction-là, je n'ai pas ce problème-là. Quand vous voyez les choses, vous êtes journaliste, vous êtes, disons, des témoins pour les autres. Non, vous avez un problème. On peut analyser de manière diverse. C'est pour ça qu'il y a la non, mais vous n'êtes pas là pour analyser. Non, vous je êtes là pour poser des questions. Vous observez des choses. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais quand j'observe les faits, bien voilà l'analyse que ça me fait dégager. Merci à vous, Vigile Avancé. On vous aura compris, c'est votre avis, vous l'avez partagé avec nous. Fernando Ressou, tout à l'heure, Vigile Avancé, dans son développement, a évoqué le long d'une formation politique, celle de l'ancien président Thomas Boniaï, Force Corépoème émergent. Nous avons vu les Forces Corépoème émergent qui tendent la main vers l'extérieur pour une résolution du conflit. Dans le même temps, nous avons le Parti communiste de Bénin qui est monté au créneau pour interdire cela, pour condamner cela et estimer que toute solution doit être interne, qu'il ne faut pas faire recours, je dirais, aux méthodes externes. Je vous ai dit, les politiciens là. C'est quelqu'un qui dit Jean Normova. Mais c'est terrible. La démarche de FCBE, est-ce que ce n'est pas prévu par des dispositions d'institutions au sein desquelles le Bénin est présent? Sinon, pourquoi on a créé ces institutions-là? Je ne nous comprends même pas. Parce qu'à des moments donnés, tu as l'impression que les gens ne sont pas allés à l'école correctement. Dans ce pays, quelqu'un a parlé de désert de compétences, non? Et nous avons tous crié, même moi, j'ai dit comment est-ce qu'il peut dire ça? Mais pas plus tard qu'hier, j'étais dans une réunion et j'ai dit aux gens, mais en fait, celui qui a dit ça avait raison. Pas avait. A raison et a toujours raison. Je ne vais pas aller dans les détails. Parce qu'il n'a pas dit que le Bénin est un désert de gros diplômés, de diplômés de haut niveau. Il a dit désert de compétences. Je me suis amusé, s'il vous plaît, à scruter les différents pans de la vie politique, économique, culturelle, sportive de notre pays. C'est un désert de compétences, même s'il faut reconnaître qu'il y a quelques oasis de compétences qui existent, mais qui malheureusement sont ignorées. Et l'un dans l'autre, même ceux qui sont chargés de reconnaître ces oasis de compétences et qui délibérément les ignorent, c'est également preuve de leur incompétence. L'un dans l'autre, désert de compétences là, c'est depuis mon petit village ou le plus petit hameau de notre pays jusqu'au sommet de l'État, et je pèse bien mes mots. Alors, je n'ai pas fini. Nous restons dans votre lignée de compétences. Vous savez, oui, allez-y rapidement. Je n'avais pas fini mon développement tout à l'heure, puisque quelqu'un pour me prouver ma naïveté, lorsque je défendais le président Talon, aveuglément, de bonne foi, je le dis et je le répète, de très bonne foi, il m'a dit, même si quelques temps après, et nous avons trouvé, on avait fait le débat avec Kitty, que le règlement de ce problème-là n'était pas à l'Assemblée nationale. Mais que politiquement, le chef de l'État peut régler le problème. C'est que nous n'avons pas bien perçu l'orientation qu'il fallait que nous donnions à ce qu'on était en train de dire. L'orientation, c'était quoi? Le chef de l'État l'a exprimé, il a estimé qu'il ne fallait pas rendre pervers la chose en révisant les lois électorales. C'était pas ça. C'était pas ça. Parce que quand on dit l'opposition ne veut pas aller aux élections, quand quelqu'un dit ça, je dis cette personne n'est pas sérieuse. Je dis que cette personne n'est pas franche. L'opposition faisait tout pour aller aux élections. Donc, le règlement du problème qui s'était posé, si le chef de l'État le voulait, il suffisait qu'il donne des instructions à son ministre de l'Intérieur.
appelle les partis politiques, donne-leur la conformité. Ministère de l'économie, appelez les candidats, donnez-leur leur quitus fiscal. Parce que justement, tu peux obtenir un quitus fiscal même si tu n'as pas payé toutes tes infos. Tu payes une partie et tu t'engages. Et la loi le permet aussi. Ce qui veut dire que ces deux problèmes-là, administrativement, on pouvait les régler et on n'a même pas besoin d'aller. Parce que j'ai énormément, c'est vrai, vous avez dit je suis reporter sportif, mais sur le plan des échanges et des débats politiques, quand je m'y mets, écoutez, et c'est là où je dis, mais c'est vrai. Mais ce qui me fait mal, tout ça là est déjà passé. Voilà, tout ça là est passé aujourd'hui. Et si aujourd'hui, je n'ai pas fini. Et si aujourd'hui, oui, les opposants ont cette attitude qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours raison. J'ai entendu un homme de droit, supporter, un vétéré du chef de l'État dire que quand on a dit FCB, il dit que ce parti n'existe pas. Il a dit que non, ça n'existe pas. C'est-à-dire un Béninois comme moi qui entend ça, ça sonne faux. Force Cori pour un Bénin émergent. Ça sonne faux. Mais dans les oreilles d'un politicien, ah oui, il a bien parlé. Écoutez, Cadet, Fernando, s'il vous plaît, ça me plaît bien. Faites en sorte que nous ayons la paix dans ce pays. Je ne suis pas décideur public. Faites en sorte que nous sommes don oui. Je te charge une commission, s'il te plaît. Fernando, je reste avec vous. Oui. Nous allons aborder un autre sujet qui est à l'ordre du jour de ce décryptage. C'est la composition du bureau de l'Assemblée nationale 8e législature, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez indiqué, que le chef d'État a dit que le processus est terminé et il y a eu installation de la 8e législature et au lendemain de cette installation sous haute surveillance militaire, il faut le préciser, au lendemain il y a eu l'élection du bureau. Quelle analyse vous faites de ce bureau de l'Assemblée nationale? Donc, avant d'en arriver là, je continue, je reprécise que le processus est terminé, comme l'a dit le chef de l'État. Le chef de l'État. Et au regard de toute la nomenclature juridique de notre pays, le processus est bel et bien terminé. Maintenant, au regard de tout ce qui s'est passé et de tout ce que l'opposition réclame, le processus doit être repris. Mais non. Maintenant, Du point de vue légal. comment faire reprendre le processus? Quand je regarde encore dans la nomenclature et tout, je ne vois pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune disposition. Le chef de l'État n'a pas le droit de se lever, de bomber le torse et de dire « je fais un discours et je dissous l'Assemblée ». Tu as vu ça quelque part dans la Constitution? Non. Non. Si on était dans un régime semi-présidentiel, waouh, c'est magnifique. Heureusement, nous avons évité ça. Semi-présidentiel, c'est un régime dangereux. Pour des roublards comme les Béninois, on va changer les gouvernements comme on change comme vous changez de tenue traditionnelle. De chemise. Alors, Fernando Kassou, bon, bref, composition du bureau de la 8e législature. Vous savez. Il y a une femme, pour la première fois dans l'histoire démocratique du Bénin, une femme vice-présidente, une femme qui a été élue quelques heures, je dirais, après. Qui a été élue sans jamais siéger. Elle a été élue sans jamais siéger. Talata est à l'Assemblée nationale. C'est elle qui a été élue députée. Non, c'est elle qui a été installée députée. C'est-à-dire que ce qui se passe. Tessa Kalafia, il a adressé sa démission au S'il vous plaît, je ne veux même pas aller scruter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Même pas. Bon. Mais je regarde les choses. J'étais assis devant mon poste téléviseur. On a fini quand le président, doyen d'âge de l'Assemblée a fini son discours. Il était question de savoir s'il faut enchaîner avec les travaux pour aller aux élections, à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale.
ou s'il fallait reporter les choses. Et je constate subitement qu'il y avait un député, Saka Lafia, l'honorable Saka Lafia pour ne pas le nommer, et qui a pris le devant des choses, le lead, pour dire, bon, écoutez, permettez-nous une suspension, permettez-nous une petite concertation rapidement, 5 minutes de concertation, etc., etc. Et je suivais, je n'ai pas vu des gens se regrouper quelque part pour se concerter, mais quelques secondes après, il revient et dit, bon, ok, on va reporter la séance à demain à 10h. Le temps pour nous de nous concerter pour finir les choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de prendre sa part de responsabilité dans cette nouvelle législature qui est en train d'être installée. J'ai dit autour de moi, Saka Lafia sera candidat à la présidence. Et puis je n'ai plus rien suivi jusqu'au lendemain où on m'a dit oui, que Saka Lafia entre-temps a démissionné et que c'est sa suppléante qui est en train de siéger. C'est la première fois aussi, vous avez dit, c'est la première fois qu'une femme, mais c'est aussi la première fois que nous constatons que c'est le doyen d'âge de l'Assemblée nationale qui reçoit un suppléant en lieu et place du titulaire qui a été installé la veille. Et en même temps, elle est bombardée première vice-présidente de l'Assemblée nationale. D'abord, je ferme cette page, je dis bravo, madame, toutes mes félicitations. Maintenant, je ferme les pages des félicitations et je reviens. Ça ne me met pas à l'aise. C'est pas élégant à votre avis. Alors, Vigile Avancé, composition de ce bureau 8e législature. C'est vrai que le président de l'Assemblée nationale est un outsider pour parler, emprunter le langage donc, des sportifs, parce qu'il n'était pas parmi ceux qui étaient attendus à ce poste. C'est là tout l'intérêt. C'est là tout l'intérêt. Louis Vlavonou, je ne le connais que trop. Je le connais catholique, bon teint, très ancré dans la religion, dans les préceptes. Nous parlons politique. Bien sûr, mais ça a de répondant en politique. Hein? A priori, ça a de répondant en politique. Oui, allez-y. Donc, il est un vieux de la vieille à l'Assemblée nationale. Je crois que sa première législature remonte à 2003, même s'il n'a pas siégé. Puis depuis 2007, il est régulièrement revenu jusqu'à ce jour. Donc, il connaît les coulisses de l'Assemblée, il connaît les textes, il connaît la pratique parlementaire. A priori, mais Louis Vlavonou n'est pas quelqu'un qui politiquement est engagé avec des visions d'être un jour président de la République, par exemple, et ça c'est très important. Moi, je n'ai jamais soupçonné chez lui de pareilles ambitions, même pas pour le père choix. Je n'ai jamais soupçonné ça chez lui, mais pourquoi parmi tous les challenges qu'il avait, il a parlé tantôt de Saka Lafia, de Arif Aribako, on a parlé d'Augustin Aronvouebla, et bien d'autres, Abimbola, ABT, tout ça là. Pourquoi c'est Louis Vlavonou qu'on est allé chercher? Moi, analyse politique, pour moi, c'est pour baliser le chemin. Ceux qui croient que Patrice Talon n'est pas candidat en 2006, en 2026, 21. Pardon, en 2021, parce que là, se trompe. Vous avez dit très loin. Se trompe largement. Pour moi, c'est la réponse à travers, n'est-ce pas, le bureau de l'Assemblée nationale, particulièrement l'élection, n'est-ce pas, de Louis Vlavonou, à qui je présente, puisque c'est l'heure des félicitations, à qui je dis félicitations, n'est-ce pas? Maintenant, la femme, pour moi, ce n'est pas un grand événement. Vous savez, moi, je ne suis pas dans des fictions du genre, quand on met une femme là, toutes les femmes sont heureuses. Ça ne veut rien dire. Ça n'apportera rien de plus à la vendeuse d'Akassa qui dormira comme elle a dormi avant-hier. Ça n'apportera rien à quiconque dans la gente féminine. Donc tout ça, pour moi, c'est de la fiction. Ce n'est pas ça pour rendre
les femmes heureuses. Alors, c'est pas ça pour rendre les femmes heureuses. Maintenant, pour faire peut-être une petite digression, lors du message du chef de l'État à la Nation, il a invité cette 8e législature à pouvoir lire les tests qui sont un peu contestés et objets de controverse. Il invite cette législature à revoir ces tests-là pour qu'il puisse avoir un consensus au sein de la classe politique et qu'il y ait désormais un statut de l'opposition. Vous savez, c'est compliqué à dire. Après tout ce qui s'est passé, comme je disais, la compétition qui a été empêchée, ce qui est issu de ce contexte-là, cette assemblée, ce problème, on va dire, qui va en même temps trouver la solution, c'est difficile à dire. Qui va accepter? Et puis, si les choses doivent se faire là-bas, une assemblée sans opposition, mais qui pourrait dire quoi? Qui pourrait, n'est-ce pas, apporter la part d'idées de l'opposition, de l'amélioration? Qui pourrait le faire? Et puis, normalement, est-ce que c'est admissible, n'est-ce pas, que le problème soit la solution dans un contexte pareil? C'est comme si c'est admettre que le processus est terminé, alors qu'on dit que le processus a été émaillé de fautes de jeu, n'est-ce pas? Donc, c'est compliqué. Moi, j'entrevois que les choses vont se radicaliser parce que soit le chef de l'État fait quand même son dialogue avec... il a au moins une opposition qui a dit qu'elle est d'accord. L'opposition qu'on n'avait jamais vue. Je veux parler de la force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, qui a dit que oui, elle accepte la main tendue. Peut-être que le dialogue aura lieu avec FCDB et peut-être avec quelques organisations de la société civile, mais ça ne sortirait pas de la crise non plus. Vous voyez, ça ne sortirait pas de la crise. Et l'échéance à est-ce que venir... quelque part, Vigile, est-ce qu'il ne faut pas, quand on sait que la politique c'est une question de rapport de force et qu'on n'est pas peut-être en position de force, est-ce qu'il ne faut pas que peut-être l'opposition elle-même puisse être un peu plus réaliste et peut-être jouer au jeu, quitte à ce qu'elle puisse tout au moins revenir au devant de la scène politique? Il a plusieurs manières de jouer, comme vous avez dit. Il a plusieurs manières. L'opposition peut aussi dire, bon, ok, puisque vous avez commencé, je vous laisse aller jusqu'au bout, je vous aide dans du faux, alors aller jusqu'au bout. Mais là, elle ne pourra plus être représentée ni lors des communales, ni en 2021, qui est un tournoi assez décisif. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez aucune garantie non plus qu'ils vont être représentés en 2020, en 2021, comme vous dites. Le rapport de force est tel que aujourd'hui, le chef de l'État est le maître du jeu. Vous l'avez entendu à travers son discours. Mais il y a également un discours, puisque vous faites allusion à un discours, il y a un discours du chef de l'État qui disait qu'on veut forcer la main aux partis politiques pour se regrouper, pour rester ensemble. Pourquoi ils ne s'unissent pas, ils se regroupent pas ensemble? Moi, je n'aime pas cette conception de la démocratie. On ne force pas la main. Le chef de l'État n'est pas omniscient. En démocratie, ça ne se fait nulle part si ce n'est de la dictature. Vous faites des propositions. On fait d'abord un débat. Oui, il y a trop de partis politiques. On est d'accord avec le diagnostic. Maintenant, quelle solution il faut proposer? Voilà, nous allons désormais opter pour un système de multipartisme à 2 partis. Non, nous ferons plutôt 4 partis, 5 partis au plus. Et on vous propose, quand on n'a pas pu régler ça à l'Assemblée nationale, ça peut passer par référendum. C'est comme ça se fait dans les autres pays. Mais le chef de l'État ne peut pas... Où on vous a compris, du jour au lendemain, on donne l'impression qu'on savait tout et on vient imposer ça. On n'impose rien dans un pays démocratique. À Fernando Ressou, chef d'État peut-être avec son programme, avant de revenir à Fernando Ressou, Vigile Avancé, si vous avez permis de faire des recommandations aux députés de la 8e législature, quelles seront les vôtres? Je dirais d'abord qu'ils ont à faire la bataille de la légitimité. La bataille de la légitimité parce qu'au moins on sait qu'arithmétiquement, ils ont été choisis par 27% de la population au mieux. Donc, ils ne sont pas arithmétiquement des députés de la nation. On est d'accord. Sans compter ceux qui étaient terrorisés, qui n'ont pas pu voter. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Oui, Fernando, je vous reviens un instant. Moi, je parle des faits. Okay, voilà ceux qui sont allés aux urnes, qui les ont choisis. Ça veut dire qu'il y a au moins 10% de la population. Dans ce pays, il est arrivé des campagnes où c'était chaud, on va dire, le jour des élections, on va voir, n'allez pas voter. Et les gens sortaient quand même massivement. Donc, aidons les hommes politiques. Autant de feu. S'il vous plaît. Il y avait feu où? À Tchaourou, à Banter, à Savalou. Vous savez, Vigile Avancé, malgré tout ça là, nous sommes presque à la fin. je dis si les gens veulent aller aux élections, ce n'est pas ça là qui va les en empêcher. Les gens sont allés voter au Nigeria, non? Où il y a Boko Haram, qui a fait exploser même des bombes le jour des élections. Pourtant,
quand on finit de dégager les bombes là, les gens ressortent. C'est pas le même courage avec le Béninois. Vigile Avancé, allez-y. Donc cette assemblée a comme principal défi, je ne sais pas si elle vous, le en combat de la est légitimité. capable de moins enflammer le pays. Je ne sais pas s'ils en sont capables, parce que vous avez vu les premières lignes. Le président de la commission des lois, Orden Aladati, le nouveau président de la commission des lois, vous avez vu, c'est l'un des grands porteurs des réformes du chef de l'État, par exemple. Et son élection, je trouve à travers son choix, par exemple, que eh bien, les réformes vont continuer dans la même ligne que le BMP et que ça va même peut-être s'accroître. Je ne lui dénie pas la qualité de pouvoir le faire. Il est juriste, comme il aime le dire. Et, bon, je ne reviens pas sur le niveau. Il a les compétences. Oui. Comme il aime le dire, il est juriste. Je suis d'accord. Très bon juriste. Je suis d'accord, mais on vous dira vos que, recommandations, par exemple, l'ancien ministre Gizinokwe aurait pu faire le jeu. On l'aurait mis là aussi, qu'on n'aurait pas dit non plus qu'il n'est pas à sa place. Donc, ce n'est pas un choix par hasard, c'est ce que je veux dire. Alors, Fernando Ressou, vos recommandations aux députés de la 8e législature. Donc, comme je l'ai dit, le processus étant terminé, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, parce que quand je scrute toujours la nomenclature des lois de notre pays, il n'y a pas une disposition relative au taux de participation. Dans certains pays, la barre a été placée à un niveau donné. Si vous n'atteignez pas ce niveau, les élections sont annulées. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, s'il y avait seulement 5% de personnes, de votants, bon, mettons 9% de votants, c'est-à-dire les 10% requis pour obtenir l'autorisation d'avoir un député. Vous comprenez un peu ce que je dis? Très bien. Même si c'est ça, ils sont légalement élus. Les choses étaient telles que même si 1% de Béninois allaient aux urnes ce 28 avril, oui, les élections sont validées. Les élections sont validées. Le taux, voilà. Aujourd'hui, ils sont installés. Maintenant, il y a un bureau. Ils sont installés. Ils n'ont qu'à faire fi de tout ce qui s'est passé et penser au pays, à eux-mêmes et à leurs amis qui sont contraints à rester à la touche. Ceux qui ont été contraints de rester à la touche, si on ne trouve pas de solution à leurs problèmes, personne n'aura le sommeil. Personne n'aura le sommeil dans le pays. Moi, ça me gêne, mais je n'y peux rien. Il n'y a que les députés pour jouer le jeu de l'apaisement. Mais en jouant le jeu de l'apaisement, il faut qu'ils fassent en sorte que, sur le plan administratif, on permette aux gens de se mettre en conformité avec la loi. Et je vous rappelle ceci. Quelqu'un m'a dit, lorsque le chef de l'État a demandé aux députés d'aller se retrouver au Parlement pour régler les problèmes, il m'a dit, oh, Fernando, laisse tomber. Si on fait, on fait, on fait. Si nous, on n'est pas d'accord, on a la majorité, non? On ramène le sujet en plénière et on casse. Si on n'est pas d'accord, on ramène le sujet en plénière et on casse. Ça là, il faut réfléchir de manière à ce que il y ait un véritable consensus. Il y ait un véritable consensus parce que le pouvoir a déjà obtenu ce qu'il voulait. Donc Patrice Talon n'aura plus d'excuses s'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs de développement. Alors Fernando Ressou, Vigile Avancé, je reste avec vous. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Vigile Avancé, le jeudi dernier, la toile a été très agitée par une décision de la Chambre administrative de la Cour suprême, une décision qui rétrograde Louis-Philippe Rondéon et Nazer Rounopen. Comment vous avez reçu cela? Disons, ce sujet avait été agité, rappelez-vous, en 2015. En 2015, donc quand certains avaient porté de recours, et de ces recours-là, j'avais compris qu'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, disons, attendu, ils n'avaient pas fait le temps qu'il fallait avant de porter... C'était 2 mois, 2 ans, 7 mois, 7 mois, 2 ans, 7 mois précisément, avant de porter le grade de
d'inspecteur général. Donc, c'était une question de loi et j'étais sûr que ça devrait les rattraper. Je crois que c'est ce qui s'est fait à présent. On attend de voir la suite. Non, la suite, oui. Après, on peut dire qu'ils ont déjà ils ont déjà fait les 4 ans et que normalement, ils peuvent prétendre à nouveau à ce grade. Donc, ce n'est pas fini. On attend de voir comment on va voir si Patrice Talon va la confirmer au grade de général. Mais pourquoi maintenant, Fernando Ressou? Pourquoi maintenant? Quand on sait que la semaine dernière, il y avait, je dirais, de véritables, je dirais, rumeurs sur le fait que Louis-Philippe et Nazer Rounompé demandaient asile politique et bien d'autres choses. Il est revenu, il a démenti. Et pourquoi? Il est revenu avec le sourire. Oui, tout à fait. En principe, vous savez, lorsque la politique se mêle à quelque chose, faisons très attention. Le grade de général, c'est un grade politique. C'est politique, c'est purement politique. C'est purement politique. Et le problème qui vient d'être posé nous interpelle. Et interpelle les hommes politiques pour qu'on sache quand même raison garder lorsqu'on veut faire, on veut poser un certain nombre d'actes. Parce que, imaginez, bon, tout à l'heure, il a dit que le temps ayant fait son œuvre, les intéressés se retrouvent dans une situation où ils peuvent valablement porter le grade. Admettons. Mais entre les 2 mois et demi là et les 4 ans, ce temps-là, au cours duquel ils ont porté de façon indue le grade avec tous les avantages qui vont avec. Surtout quand on sait que ce que valent les généraux pour le contribuable béninois. Donc, quelle va être la conséquence de cette décision? Nous attendons de voir. Mise en débat ou bien quoi? Donc, vous voyez, nous posons des actes et quand ça nous rattrape, c'est encore le pays qui est en émoi, c'est encore le pays qui ne se retrouve pas. Les gens se posent 1001 questions et vous allez voir, ça va faire du bruit, et puis après... Et justement, Fernando Ressou avec vous avant de clore cette émission, on a vu sur la toile le jeudi où beaucoup de gens estimaient qu'ils ne sont pas que les deux dans le cas, ils sont nombreux à être promus de manière fantaisiste ainsi par le régime défunt. Et si on doit faire des actions rétroactives, il y a beaucoup de choses. On a vu dans ce pays quelqu'un qui est déjà allé à la retraite, complètement retraité et tout, oublié. Un président de la République vient, il le ramène, il lui donne le grade de général et on lui fait un reclassement de carrière totalement. Alors, on va reprendre avec toutes ces affaires-là. On ne va pas s'en sortir. Merci à vous, Fernando Ressou. Vigile Avancé, juste un mot. Non, je crois que la justice ne s'auto-saisit pas pour ces genres de cas. Donc il y a eu des recours. Oui, s'il y a des recours, sans doute, ce n'est que ça là qu'on a entendu. On va attendre le verdict des autres recours. Merci à vous, Virgile Arancet, pour vos analyses et commentaires. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Soleil. Vous étiez face à Fernando Ressou, journaliste, reporter sportif, analyste politique. Merci à vous, Fernando Ressou, pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, c'est la fin des fois de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj.